Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne d'Océan de Coach. Nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau bric-à-brac d'idées avec un invité. Avant de commencer, je me présente, je suis Frédéric Ranganayagi, coach professionnel. J'aide mes clients à réfléchir, comprendre, clarifier et surtout passer à l'action. Ce soir, nous avons un invité et sans plus tarder, allons l'accueillir pour une nouvelle discussion d'idées. Bonsoir Damien, nous sommes en live et bienvenue dans ce bric-à-brac d'idées. Je vous souhaite la Bonsoir bienvenue. et merci à vous. Et on a eu un petit souci technique, on va dire, un petit incident technique, mais là on est bon. Normalement, ça devrait être correct. Pour commencer, moi je propose, avant de commencer ce live, pour rentrer en matière, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis historien et sociologue des religions. Je suis spécialiste de l'ésotérisme contemporain, du New Age et du développement personnel. Hmm. C'est de nombreux sujets qui sont assez vastes pour chacun. Euh, Moi, j'ai récemment visité la BML de Lyon et je crois avoir reconnu votre écriture sur certaines affiches. Alors, c'est pas mon écriture directement, mais en effet, j'ai contribué, j'étais expert scientifique ou conseiller scientifique plutôt sur cette exposition qui, effectivement, la BML m'a sollicité pour un peu vérifier le contenu scientifique, parce qu'on travaille sur l'ésotérisme, surtout l'ésotérisme contemporain, c'est un sujet qui est très vite glissant, où on peut assez rapidement dériver. Et il voulait faire une approche aussi qui était très proche de ce que je développais dans ma thèse, enfin une compréhension de l'ésotérisme qui était très en phase avec la mienne. Du coup, on s'est entendu là-dessus. Hmm. Et d'ailleurs, bah, j'aimerais bah, déjà vous remercier pour votre travail parce que c'est une façon de montrer à d'autres des idées, des façons de faire, des méthodologies. Et, et- et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous êtes le premier sociologue à venir sur cette chaîne. Et bah, la première question, c'est bah, qu'est-ce qu'un sociologue? C'est quoi un sociologue? Alors, sociologue, c'est une grande question parce on est très nombreux avec des spécialités très différentes et on fait pas tous la même chose. Hmm. Mais notre but, c'est de comprendre la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire comprendre les interactions entre nous, les dynamiques, qui soient essentiellement collectives. Disons que on essaye hein, un peu d'analyser alors j'allais dire les rapports de force, mais pas nécessairement de force, mais les rapports sociaux sous un angle qui se veut scientifique, dont on peut débattre. Hein, d'ailleurs de ça, on est dans une période très tendue pour les sociologues, puisque certains politiques veulent nous voir disparaître. Mais notre but, c'est effectivement, alors j'aime pas on peut employer le terme d'expliquer, mais pour moi, vraiment, notre but, c'est de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Hmm. C'est quelque chose de très difficile, si je comprends bien, parce que c'est complexe. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, Damien, de devenir sociologue, de comprendre la dynamique des sociétés, de comprendre qu'est-ce qui se joue dans les relations et à différentes échelles aussi, parce que finalement, vous regardez l'ensemble. Alors, moi, je me suis converti sociologue sur le tard. C'est-à-dire que j'ai commencé mes études en tant qu'historien, historien des religions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire des religions, c'est une démarche qui est pluridisciplinaire ou transdisciplinaire. Pas tout à fait la même chose, mais en fonction là aussi des approches, on peut discuter. Mais et donc j'étais sur des terrains contemporains. Ça veut dire que forcément, je touchais à l'histoire, mais aussi à l'anthropologie, à la sociologie, et assez rapidement, la sociologie est devenue un peu la clé pour vraiment arriver à analyser, à comprendre mes terrains. Donc petit à petit, je me suis converti et puis j'ai fait ma thèse en sociologie parce que le spécialiste français de mon sujet était aussi sociologue. Ça a forcément aidé à cette reconversion. Mais pour moi, c'était vraiment un besoin en fait méthodologique.
C'est-à-dire que donc je travaillais à l'époque sur des croyances aux extraterrestres. Hein, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ce qui m'intéressait, c'était les mécanismes de croyance, c'est-à-dire pourquoi on croit ce en quoi on croit. Au-delà de ça, c'était la grande question, c'était comment ces croyances, enfin quel impact vont avoir ces croyances dans notre quotidien. Mmh. Hein, et donc forcément, c'était les outils de la sociologie qui étaient les plus à même de m'aider. Donc je suis allé vers la sociologie à cette, à- Assez dans le but naturellement. vraiment de répondre à mes questions, quoi. Mmh. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous partager quelques clés, quelques pistes à ces questions qui sont, ma foi, entendables, intelligibles, mais dont les réponses ne sont pas si simples à construire et à présenter? Et par exemple, la première question, c'est: «Pourquoi nous croyons?» Ce que j'ai entendu. Bah, c'est la grande question, c'est-à-dire que nous croyons tous, et c'est ça qui est assez fascinant, simplement, c'est que le monde, enfin, on dit toujours la réalité sociale est complexe, et au-delà de ça, le monde est complexe. C'est-à-dire que on ne comprend pas tout, on ne peut pas avoir une compréhension parfaite et rationnelle d'absolument tout. Mmh. Ce qui se passe, c'est que on est obligé d'adhérer sans preuve à un certain nombre d'idées, de principes, simplement parce que d'autres avant nous les ont éprouvés, ou parce que nous avons de bonnes raisons, au moment où nous les acceptons, nous avons de bonnes raisons de penser qu'elles sont exactes. Et donc on est tous sans cesse, on agit tous au quotidien sur la base de croyances, parce qu'on pense que telle chose est bien, parce que on pense que telle chose est efficace. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que la plupart du temps, on n'a même pas conscience de nos propres croyances. Mmh. Et c'est un peu ça qui m'a fasciné. Alors après, j'ai découvert la sociologie de Gérald Bronner, qui à l'époque était enseignant à Strasbourg, où je faisais mes études. Il n'avait pas encore la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui. Il avait écrit L'Empire des croyances et Mmh. Sociologie des croyances collectives, qui sont des ouvrages extrêmement stimulants, remarquables, même si on peut débattre, discuter de certaines choses dedans, mais c'est un moyen de comprendre comment on construit notre rapport au monde, comment on construit notre rapport à la connaissance, ce qu'on tient pour vrai. Et alors c'est assez vertigineux parce qu'on se rend compte qu'on a tous on a des biais cognitifs qui sont assez incroyables et qui peuvent nous emporter très loin. Mais alors moi, la particularité, c'est que je travaillais sur des objets qui étaient socialement parlant, souvent vu comme irrationnel et un peu délirant. C'est ce que beaucoup de gens disent. Et c'était la grande question, c'était mais comment on peut adhérer à ce genre de croyances? Et surtout, quand on va sur le terrain, on se rend compte qu'on n'est pas du tout face à des gens délirants, ou pas tout le Mmh. temps en tout cas. Et dans la majorité des cas, non. Et ce sont des gens qui ont fait des études, euh, qui ont un certain bagage culturel. Et c'est là où on commence à entrevoir ce qui se joue. Et c'est assez fascinant de se dire que, certes, il y a la science, il y a la rationalité, il y a on va dire, tous les ensembles méthodologiques qui vont avec, mais on a beau avoir tous ces outils-là, il y a un moment donné où on a besoin de croire. Mmh. Il y a un moment donné où on va se laisser un peu emporter peut-être, où on va un peu faire un pas de côté sur nos schémas de pensée habituels, et on va se retrouver à croire en des choses auxquelles on imaginait même, enfin on ne pensait même pas au début. Et c'est ces mécanismes hein, qui à l'origine m'ont fasciné, et au point effectivement que j'y consacre quelques années de ma vie. Euh, mais oui, c'est se dire simplement que la croyance, on est tous dedans avec, hein, et, même quand on est dans la rationalité, on est toujours encore dans une forme de croyance. Mmh. Et c'est là où ça commence après à devenir un peu complexe, parce que on peut pas sans cesse non plus remettre en cause tout ce en quoi on croit. Et effectivement, la plupart du temps, il y a des choses, on a de très bonnes raisons d'y adhérer. Mais
dans certaines circonstances, et c'est là où ça revient à mes champs de recherche, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, nos émotions vont prendre le dessus et vont nous amener à endosser des croyances parfois relativement originales. Mmh. Et justement, moi ce que je comprends, c'est que c'est un champ assez complexe à en parler. Vous, comment ces informations, ces connaissances que vous avez apprises en étudiant ces cas, dans ce contexte, qu'est-ce que ça a fait évoluer chez vous dans la compréhension avec l'autre? Parce que finalement, quand vous avez commencé, vous avez commencé à un point de départ, sur la croyance et petit à petit vous avez affiné, vous avez appris des choses et vous êtes nourri des travaux sur le terrain et tout ça, bah, comment ça a fait évoluer votre regard sur l'autre? Sur ces personnes et sur les personnes qui critiquent ces personnes? Comment ça a fait évoluer ça? Ouais, alors c'est assez c'est une expérience qui est assez fascinante. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur ces questions-là. J'étais dire, j'ai une formation qui est quand même plutôt sciences dures, avec ce côté très très rigoureux de il y a une science, enfin, il y a une démarche scientifique. Et après, il y a toutes ces croyances à côté. Et puis, enfin, je me suis intéressé à l'ésotérisme. Je viens absolument pas de ce monde-là. J'ai commencé, je veux dire, en dehors de la série X-Files, j'y connaissais pas grand-chose. Enfin, mon premier directeur de recherche m'a lancé là-dessus. J'ai tout découvert. Et pour moi, c'était juste complètement irrationnel. Et ça a été une énorme remise en question en fait de ma propre compréhension du monde, mais aussi d'admettre qu'il y avait d'autres points de vue. Mmh. Et est-ce qu'on tombe dans une forme de relativisme global parce que tous les points de vue se valent, ou est-ce que le point de vue scientifique effectivement prévaut? Et après, de fil en aiguille, on se rend compte à quel point toutes ces croyances vont structurer les vies, vont permettre de donner du sens à l'expérience. On se rend compte que ces gens-là ne sont absolument pas dans des démarches irrationnelles, ils sont dans une forme de rationalité subjective. Et forcément, ça invite, alors non pas un relativisme comme certains pensent. Je suis pas du tout en train de dire que tout se vaut et que peu importe ce en quoi on croit du moment où on est heureux, mais c'est plutôt de se dire qu'une croyance engage beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Et c'est un peu le discours que j'ai aujourd'hui autour du développement personnel. J'entends tous ceux qui le critiquent je comprends pourquoi. Hein, ça peut être assez inquiétant par certains aspects, mais c'est ce qui, enfin, enfin, à partir du moment où on s'intéresse vraiment à la croyance, on comprend que ça répond à un besoin et que on a beau supprimer le développement personnel, on a beau supprimer la croyance, le besoin il va rester. Et s'il reste, forcément, il va y avoir une situation extrêmement problématique pour les croyants qui vont se retrouver sans aide. Et, euh, et c'est ce point de vue-là, moi, vraiment que j'ai découvert avec le terrain à force de rechercher. C'est surtout à partir du moment où j'ai un peu quitté comment dire, l'approche très théorique pour entrer dans le terrain, pour essayer de comprendre ce qui se passait, hein, faire Mmh. l'observation participante en complément des entretiens que j'avais l'habitude de mener et d'essayer en fait d'aller au-delà des arguments effectivement de c'est vrai, c'est faux, oui, il n'y a pas de fondement scientifique à la plupart de mes objets d'étude. Hein. Je veux dire, à ce jour, on n'a pas de preuve qu'il y ait une rencontre avec les extraterrestres. Quantité de théories du développement personnel ne repose sur aucune preuve, aucune donnée scientifique concrètes. Pourtant, alors, pour reprendre leur vocabulaire, ça marche. Pourtant, il y a quand même des milliers de personnes, dizaines de milliers. Allez, je vise exprès bas. Hein. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'engagent dans ces parcours-là, qui y croient. Donc, c'est qu'ils en retirent quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui va m'intéresser. Donc, la, la démarche, pour ma part, ça a été surtout ça, finalement. Ça a été
d'aller au-delà des postures qui sont celles du débunkage finalement, de dire oui ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est une croyance, ça c'est une connaissance. Oui, ok, c'est très bien, mais c'est justement pour moi c'est tout l'intérêt de la sociologie, c'est oui mais on va au-delà, et au-delà c'est comprendre que peu importe que ce soit vrai ou que ce soit faux, hein, là on engage d'autres choses, et qu'est-ce qu'on engage, qu'est-ce que ça veut dire de nous, qu'est-ce que ça veut dire de la société, et et plus largement, finalement, c'est notre rapport au monde. Alors, dans mon cas, vu que mon objet est quand même assez ciblé sur l'Occident, c'est quel est notre rapport à nous, occidentaux. Et on se rend compte que finalement, c'est un rapport en tout cas au niveau de nos croyances, hein, s'entend croyances religieuses, euh, en dehors des religions historiques, surtout en France, on a beaucoup de mal finalement à penser nos propres croyances et à les considérer comme un objet d'étude digne de ce nom. Mmh. Et j'ai une question, vous avez dit que même si on supprimait la croyance, le besoin resterait. Et est-ce qu'on a des pistes de qu'est-ce qui crée ce besoin? Est-ce que c'est quelque chose de physiologique, de psychologique ou est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus? Alors, c'est une très grande question qui nous agite beaucoup. Et aujourd'hui, il y a un paradigme hein, dans lequel je m'inscris, c'est la question du sens. C'est-à-dire que on considère que nous, êtres humains, ne pouvons pas vivre sans donner du sens à notre expérience de vie. On a besoin de donner un sens au monde dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'on va investir ce monde de tout un ensemble de croyances. Et c'est vrai que ben, moi, sur mon terrain, ce point de vue est assez indiscutable. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont me tenir ce discours de bah ok, on sait très bien qu'il y a la science qui est là, qui apporte des résultats très concrets, qui nous aide à mieux vivre, c'est indiscutable, mais pour autant, elle répond pas à nos angoisses existentielles. Et là, la première, c'est que se passe-t-il après la mort? Alors moi, j'emploie beaucoup ce terme d'angoisse existentielle parce que ça me paraît, c'est ce qui me paraît le mieux résumer finalement toutes ces questions fondamentales qu'on se pose et, euh, et qui sont à l'origine en fait de la plupart de la plupart de nos croyances. C'est que on est là sur cette terre, mais pourquoi, comment, c'est quoi notre but, c'est quoi la finalité de tout ça? Mhm. Et forcément, on est à partir du moment où on entre dans ce jeu d'angoisse existentielle, nécessairement, on en vient à des formes de croyance, à moins d'être dans une forme de nihilisme absolu, mais le nihilisme absolu n'est pas encore une autre forme de croyance. Mhm. Et finalement, dans le sens que nous tous, on se donne, on se construit pour pouvoir, c'est qu'on va avancer dans cette vie, surmonter peut-être cette angoisse existentielle, si je comprends bien. Est-ce que vous avez découvert ou des outils pour nous permettre à nous de nous questionner sur sur ce que nous nous racontons, sur ce que nous pensons être vrai? Est-ce que vous avez, ou est-ce que c'était pas l'objet de votre étude spécifiquement? Est-ce que vous avez des, enfin, je sais pas si c'est clair ma question Alors, je pense avoir compris. Alors, moi, j'ai pas découvert d'outils miracles, malheureusement, mais c'était pas mon objectif non plus. Hmm. Mais par contre, mon objectif, c'était de comprendre quels étaient les outils et comment ils fonctionnaient. Et ce que ça a été l'une de mes grandes découvertes, c'est de, d'être arrivé à déterminer qu'en fait, il n'y avait pas d'outil universel, que aujourd'hui on faisait tous du bricolage de sens, c'est-à-dire que on est tous, enfin on a tous des trajectoires individuelles particulières, Mhm. des expériences de vie différentes, et on a besoin de donner du sens à ces expériences au fur et à mesure de leur déroulement. En fonction du problème auquel on est confronté, on a besoin de donner du sens, et ce sens va pouvoir évoluer à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire que le sens qu'on donne à son existence à un instant T, c'est rarement celui qu'on va donner à T plus 1, T plus 10, T plus 20. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'on est tous différents, donc les outils vont être différents. Et ça a été la grande conclusion, enfin la grande découverte aussi de mes années de recherche sur le développement personnel.
c'est que le développement personnel est polymorphe, hein, protéiforme, il y en a il y en a pour tous les goûts, mais parce que nous avons tous en fait des besoins différents et il y en a pour tout le monde. Il va y avoir du développement personnel très rationnel, hein, qui est très proche de la psychologie, et puis il va y avoir du développement personnel beaucoup plus spirituel. Et puis à côté de ça, il y a des formes qui sont un peu hybrides. Et puis l'intérêt, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est de l'extérieur, on juge un peu toutes ces méthodes-là d'une manière très, enfin, un peu radicale et un peu rapide, sans se rendre Impartial compte aussi. qu'en fait, c'est un espace de bricolage. Mmh. Ce sont des boîtes à outils et la plupart des personnes qui évoluent dans ce milieu bricolent au gré de leurs besoins. Et c'est pas parce qu'un jour on va être adepte de la méthode DISC par exemple ou de l'ikigai ou ce genre de choses-là. C'est pas parce qu'à un instant T, on va expliquer, par exemple, tout le fonctionnement de son entreprise grâce à ces outils-là, que 10 ans après, on va pas retrouver la même personne qui là va étudier, va tout interpréter selon les signes astrologiques, par exemple, parce Mmh. que quelques années plus tard, cette personne s'est rendu compte que dans son entreprise, dès qu'elle a eu des problèmes, c'était avec des Capricornes et que du coup, il faut pas éviter de recruter des Capricornes. Et ça, c'est ça qui est assez fascinant. C'est de comprendre que en fait, on est dans une situation de bricolage incessant de nos croyances où on fonctionne. Alors, ce sont des croyances qui sont circonstancielles et conditionnelles, c'est-à-dire que circonstancielles, c'était à ce moment-là, j'ai besoin de croire en ça, et conditionnel, j'y crois parce que ça m'apporte quelque chose. Mmh. Et on n'est pas dans un système un peu rigide qu'on endosserait à la naissance jusqu'à la mort, on n'en changerait jamais. Mmh. On est sans cesse en fait dans une négociation avec le réel, de sorte à lui donner un sens qui nous permet en fait de supporter le chaos du monde. Hein. J'aime beaucoup cette expression ou supporter en fait tous les aléas de l'existence face auxquels on ne peut rien faire. Hein. La mort d'un proche, une séparation amoureuse, un divorce, ça, c'est difficile. C'est difficile à vivre. On a besoin de donner du sens à la chose et à ce moment-là, on a cette chance ou cette horreur en fonction du camp dans lequel on se place. Mais aujourd'hui, on est face à un réservoir de croyances qui nous permet sans cesse de bricoler notre système. Est-ce que finalement, vous me dites si j'ai bien compris, quelque part, c'est quelqu'un a une contrainte qui arrive dans sa vie et face à ça, elle va utiliser des boîtes à outils qu'elle a à cette disposition. C'est pour ça que c'est circonstanciel par rapport à une période précise. Elle a des outils et elle va façonner quelque chose pour pouvoir surmonter ce que et donner du sens à pour pouvoir avancer et continuer finalement à vivre. Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors, ce qu'il faut juste bien préciser, c'est que de par notre éducation, de par l'école, etc., on intègre tous des outils un peu standards Mmh. qui peuvent nous suffire tout au long de notre existence. Mais pas forcément. Et de fait, on constate que il semblerait quand même que ces outils soient de moins en moins performants. Et oui, en fait, face aux aléas de l'existence, l'exemple typique, c'est celui de la maladie grave, qui peut nous toucher. Puis on se dit, oui, mais pourquoi moi? Alors certes, on va aller voir un médecin qui va nous expliquer, il y a des protocoles, voilà, il y a des soins, ça va peut-être nous sauver, peut-être pas, mais ça n'empêche pas, mais se dire, mais pourquoi moi? Finalement, j'ai été quelqu'un de plutôt bien, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai été honnête, je mange bio, je mange 5 fruits et légumes par jour, je mange pas trop de viande rouge, je mange pas de charcuterie, et pourtant il m'arrive ça, Mmh. c'est injuste. Et c'est ça qui est très, c'est un peu, pour moi, c'est là en fait où la science touche à ses limites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de raison. Enfin, si, il y a des raisons qui peuvent s'expliquer
effectivement, mais c'est ni juste ni injuste. La vie, objectivement, n'est ni juste ni injuste. Elle est simplement nous, on va pas le vivre de cette manière-là. Mmh. Et une fois que ça arrive, bah, il faut faire avec, et on n'a pas le choix. Mmh. Et si personne n'est capable de nous accompagner, de donner du sens, etc., on fait comment? Et c'est pour ça qu'on va se tourner effectivement vers quantité de choses. Mais je dis, ce réservoir, il est extrêmement varié. Hein. Les manières de donner du sens à notre expérience, elles sont multiples aujourd'hui. Mmh. Et c'est là aussi ce qui est incroyable, c'est que la manière que va avoir une personne de donner du sens à son expérience, lui est propre et elle n'est pas forcément transposable aux personnes autour. Donc c'est Mmh. vraiment à chacun de trouver, et c'est là aussi encore malheureusement difficile de trouver, de se repérer, ce pourquoi certains vont se faire un business, ce que j'appelle les médiateurs, qui sont là pour nous aider, nous orienter, hein, dans ce monde de quête, hein, quête de sens. Mais ça reste encore difficile. Seulement l'avantage, c'est que on est très vite dans cette quête de sens. On trouve très rapidement des outils qui sont plus ou moins fonctionnels, et en attendant d'en trouver d'autres qu'on va trouver plus pertinents, meilleurs, eh bien ça va tenir, Mmh. ça va nous faire tenir. Et c'est un peu le comment dire, l'aspect fascinant du domaine, hein. Et il y a une richesse, une diversité et même moi ce que j'aime beaucoup dans votre présentation, c'est cette, précision, cette justesse de séparer les éléments et d'aller sur des échelles différentes. C'est-à-dire, au lieu de juger la croyance, vous quelque part, moi ce que je comprends, c'est que vous allez voir les impacts, pour quelles raisons la personne va construire cette croyance, quel est l'impact de construire cette croyance et heu finalement, vos études sont précieuses parce qu'elles permettent, enfin pour moi je trouve ça précieux parce que moi je suis coach, j'utilise vos recherches pour mieux comprendre aussi, moi-même, pourquoi je crois à ce que je crois et poser toutes ces questions et finalement, heu, quelle est la prochaine étape de vos recherches? Est-ce que vous allez continuer dans cet axe ou vous allez vous aussi, changer de domaine de recherche ou même peut-être, pivoter sur le côté? Alors l'avantage que j'ai, c'est que je suis sur un domaine qui est tellement vaste et où il y a énormément de choses à faire. Mmh. Donc là, pour moi, la suite, c'est donc là, j'ai fini une première grosse synthèse sur le développement personnel. Et Mmh. donc dans cette synthèse, j'explique qu'il y a dans le développement personnel, il y a trois grosses tendances. Il y a la tendance, on va dire, spirituelle, la tendance psychologique et la tendance professionnelle. Et donc moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la dimension spirituelle parce que j'ai commencé par là. Et donc là, je suis un peu en train de synthétiser aussi toutes mes données sur cet aspect-là, parce que moi, je me rends bien compte que ce qu'on appelle l'ésotérisme contemporain, il est en plein essor. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre effectivement les mécanismes qu'il y a derrière, pourquoi cet essor, aussi comment il s'est construit, hein, ce qu'est concrètement cet ésotérisme, parce qu'à travers le temps, il a changé, hein, Évoluer. et c'est là pour le moment ma focale, elle est là-dessus. D'une certaine manière, je reviens à mes premiers amours, hein. Mmh. Mais j'y reviens avec effectivement le prisme contemporain que je n'avais pas forcément avant, et avec un recul sur le terrain, parce que c'est l'avantage aussi, c'est ce que j'ai découvert, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que j'ai fréquenté le monde des études contemporains, du développement personnel pendant une quinzaine d'années. Mmh. Alors je continue encore, mais avec un peu moins d'assiduité malheureusement. Euh, et quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu prendre une forme grand public pour essayer de déjà toucher plus de monde, mais aussi j'avais cette intention de pouvoir intéresser les personnes que j'avais croisées sur le terrain. Mmh.
parce que pour les connaître, je sais très bien que la littérature scientifique, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas envie. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais j'avais pas non plus envie d'écrire un livre qui s'adresse uniquement aux universitaires ou à ceux qui ont envie de critiquer le développement personnel. J'avais envie aussi de m'adresser à ceux que j'ai côtoyés pendant 15 ans et si possible de nouer le dialogue un peu avec eux autour de vous en pensez quoi et c'est ce qui m'a beaucoup ça a été l'aspect très positif de cette expérience, c'est que effectivement certaines personnes que j'ai croisées m'ont recontacté Ah, et on a pu débattre autour de ce que j'expliquais ça a été une expérience aussi enrichissante parce que ça permet d'affiner, de mieux comprendre certaines choses, de nuancer. C'est globalement c'est ce qui m'intéresse. Hein. C'est pas comment dire, je conçois pas la chose comme on construit une théorie et elle est posée, point, elle est finale, elle est définitive. Non, c'est plutôt l'idée, ok, là, au bout de 15 ans, voilà à peu près ce que j'ai observé, ce que je pense avoir compris, et sur cette base, comment on peut continuer l'exploration, comment on peut affiner, et est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin dans la compréhension de nos motivations, dans la compréhension des mécanismes. mmh. Et c'est ça qui me fascine. Mais euh, alors voilà, pour le moment, j'ai pas encore toutes les données et certains terrains sont encore en cours, donc Et puis on c'est verra normal, où hein, ça nous mènera. c'est le travail d'une vie, peut-être plusieurs vies aussi qui Ah, tout à fait, c'est ça qui est génial dans la recherche, on va pas se mentir, hein, c'est se dire qu'on est, c'est surtout aussi l'intérêt de la sociologie, c'est qu'on est face à un terrain vivant qui se reconfigure. Alors quand j'ai commencé mon terrain, c'était très très difficile parce que jeune sociologue, on est face à un terrain qui est instable, qui est mouvant, et le temps de comprendre comment les choses se font, comment les choses se font, ça a été assez laborieux. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai très peu publié sur les questions de développement personnel au début parce que je ne savais pas comment aborder le la sujet. thématique. Et c'est au fil des années, à force de fréquenter, d'essayer de comprendre, que j'ai peu à peu réussi à mettre un peu de l'ordre dans tout ça et à faire émerger des structures que je pense quand même relativement concrètes. Mmh. Et au quotidien, est-ce que vous travaillez avec, quel autre, chercheur vous travaillez? Est-ce que les sciences de l'éducation, est-ce que vous, il y a des liens, de la psychologie, comment ça se passe au quotidien? Alors au quotidien, alors depuis peu alors je suis toujours attaché à un laboratoire, mais je suis plus ou moins chercheur indépendant, ce qui me donne une plus grande liberté. Donc j'ai des collègues qui sont sociologues, historiens, psychologues, qui sont folkloristes aussi, et qui sont anthropologues évidemment. Et c'est au gré de nos terrains. Alors c'est des gens que j'ai rencontrés au fil des années, avec Mmh. qui on partageait un objet d'étude ou des interrogations. Parfois on n'est même pas toujours dans des sujets. Parfois on travaille sur des sujets très différents. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt des considérations méthodologiques. Donc, ce qui se passe, c'est un peu ce qu'on fait comme ce soir. Hein, on se fait des visios, on se réunit parfois en présentiel ou en distanciel, on raconte nos terrains, nos observations, on partage, on affine. Il y a une forme d'intelligence collective à l'œuvre derrière, parce que sinon on est nécessairement prisonnier de ses C'est biais. biais. Et ça, on doit lutter principalement contre ça. Puis surtout aussi, il y a une autre réalité, c'est qu'on est sur des terrains qui sont psychologiquement extrêmement exigeants. On peut rapidement basculer, on peut rapidement perdre notre lucidité, ou alors souvent on pense qu'on est parfaitement lucide, alors qu'en fait non, on l'est pas. Donc il y a aussi un process de contrôle quelque part, et c'est pour ça que Mmh. c'est assez essentiel
d'échanger, de faire du brainstorming régulièrement, où on se relie, voilà, quand on a des articles ou il dit voilà, je fais relire à des collègues pour avoir leur avis, pour Mmh. signaler les angles morts, ou les choses où on pourrait aller encore plus loin. Hein. Ça, Mmh. c'est, Et c'est une et réalité. Oui. et quand même, ça montre que quelque part, que vous travaillez dans ce domaine, vous avez même conscience que vous-même, vous pouvez basculer à tout moment et vous donner un sens à des croyances dans lesquelles vous émergez, vous baignez au quotidien et ça veut dire que le risque, il est c'est-à-dire question, peut-être enfin un peu, j comment formuler cette question? Est-ce qu'en côtoyant ces personnes, quelque part l'influence peut à un moment nous faire basculer? Et comment faire garde aussi à ne pas, se faire happer par certaines croyances? Est-ce que ça vous avez des pistes ou des idées? Alors c'est délicat, mais ça c'est quelque chose qui est assez fascinant quand on est sur le terrain. Se rendre compte que c'est toujours la grande question qu'on pose, est-ce qu'il y a des profils types, est-ce que et en fait non, il y en a pas. Il y en a pas. En fonction de certaines pratiques, on va avoir des profils types, oui, mais si on prend dans l'ensemble de l'ésotérisme contemporain, on se rend compte quand même que non, ce qui se passe, c'est que les gens entrent dans ce monde-là à la suite d'accidents dans leur vie. Quand j'appelle un accident, c'est un événement particulier qui, effectivement, ce que je dis, où ils vont perdre, enfin, ils vont perdre la confiance qu'ils ont dans le sens qu'ils donnent à leur existence. Subitement, il y a un moment donné, donc, disons que, voilà, par exemple, l'exemple type, je crois tout, enfin, j'ai cru toute ma vie que, il fallait voilà, pour réussir dans la vie, il fallait faire de bonnes études, qu'ensuite, il fallait trouver un bon boulot, qu'il Mmh. fallait, euh, voilà, ensuite qu'il fallait être docile au travail, qu'il fallait faire des formations pour monter, qu'il fallait performer, etc. Et par exemple, quelqu'un va suivre cette trajectoire toute sa vie, puis à un moment donné, il va pas obtenir la promotion qu'il souhaite. Mmh. Et il va se dire, mais ouais, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et la personne qui a eu la promotion, elle n'a pas fait ça. Mmh. Et là, dans ces moments-là, bah, c'est ce genre de moment, on peut basculer très facilement. Et c'est vrai pour le travail, mais c'est vrai pour la vie privée, sentimentale, c'est vrai pour la santé. Et il y a toutes ces choses-là. Et se rendre compte que quand on fait ce terrain, on est des êtres humains comme tout le monde. Dans nos vies, il nous arrive des choses, la perte d'un proche, une séparation. Et dans ces moments-là, on est entouré de personnes qui sont engagés dans leurs croyances, qui la plupart du temps nous veulent sincèrement du bien, je dis bien sincèrement, j'insiste là-dessus, et qui vont me dire ouais mais moi je peux t'aider. Mmh. Et dans ces moments-là, c'est la tentation, elle est toujours là. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut. Alors, quand on est chercheur, il faut effectivement garder une distance hein, dans ce cas-là, mais lorsqu'on est simple citoyen, il faut pas forcément mettre une distance, hein, mais il faut être conscient, il faut rester conscient quand même que on est dans un état de fragilité. Et que là, en face, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on joue sur des questions existentielles, émotionnelles, et qu'on est particulièrement fragile. Mmh. Et à partir de là, il faut se poser il faut quand même se poser les bonnes questions. Hein. Il faut rester solide. Alors l'astuce, hein, c'est alors d'une part, c'est de d'avoir une personne, enfin, ce que une personne de contrôle à proximité, un ami, un proche que l'on tient informé de tout et en qui on a pleinement confiance. Ça, c'est un premier aspect. L'autre chose, c'est quand même aussi d'être soi-même conscient de ses limites, de ses faiblesses, de ses fragilités. Et ça demande une introspection permanente et une réflexivité, une autoréflexivité très importante. Hein. Mmh.
Et j'aimerais aussi poser cette question. Existe-t-il un numéro de lequel on peut appeler, un peu par exemple le 3114 qui est le numéro de l'appel aux personnes qui sont en souffrance ou qui ont envie de se suicider, ou qui ont un proche qui a envie de se suicider, c'est le numéro. Mais est-ce que dans le domaine de la croyance, mis à part la Miviludes, est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut appeler si on n'a personne? Imaginons on n'a personne, on se sent pas bien, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut contacter? Hélas, non, pas vraiment. Pas Mais il y a encore. la Mivilude, évidemment, qui a un rôle. Mais alors là, c'est quand on est dans des situations de dérive. Mais finalement, quand on a soi-même des angoisses existentielles en dehors des psys, eh bien, il n'y a pas de SOS, angoisse existentielle à ce jour. Et même s'il y en avait une, c'est une chose qui est très très délicate d'intervenir sur ces questions-là, parce qu'au final, l'interlocuteur qu'on a en face, on n'a aucune garantie que cet interlocuteur sera en mesure d'apporter une réponse satisfaisante, justement, avec cette notion de bricolage et de Mmh. subjectivité permanente dans le sens l'interlocuteur qu'on a en face sera pas forcément le bon et va pouvoir, au contraire, dans certains Aggravé. cas, va accentuer l'angoisse au lieu de l'apaiser. Mmh. En fait, c'est assez anxiogène de se dire que, mais même moi en tant que personne, je me dis face à cette incertitude quand on rencontre les personnes, heu, qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se produire, un peu comme dans ce live aussi. C'est-à-dire, notre rencontre, on ne sait pas qu'est-ce qui va ça va donner. On n'avait pas prévu Bah, de c'est justement, c'est cette incertitude, c'est le moteur de ce marché finalement, c'est de se dire que bah, je sais jamais ce qui va se passer, peut-être ça va m'aider, peut-être ça va pas m'aider, mais en attendant, ça risque pas forcément de faire de mal. Et je prends quel risque à y aller. C'est comme ça que la plupart des gens vont se tourner, hein, pour s'orienter vont dans entrer dans ce monde-là. mmh, Et parce qu'il y a enfin, aussi cette incertitude vis-à-vis de l'existence. Je sais pas, demain, est-ce que mon employeur va pas me virer? Est-ce que mon conjoint, ma conjointe va pas me foutre à la porte? Je sais pas. Est-ce que bah, peut-être que demain, je vais perdre un proche dans des conditions tragiques et imprévisibles. Et c'est toutes ces choses-là qui nourrissent en fait il faut l'appeler comme ça, et c'est un marché, hein, un marché du sens. Et oui, cette incertitude, mais ce qui est assez fascinant, c'est que même quand on entre dans ce monde-là, enfin, on entre parce qu'on a cette angoisse, cette incertitude vis-à-vis de l'existence, et on se retrouve dans un espace qui est toujours incertain. La différence qu'il y a, c'est que les médiateurs, ceux qui vont offrir leur service dedans, eux, ont des certitudes. mmh. C'est-à-dire qu'ils sont conscients, ils sont sûrs de ce qu'ils vont vous proposer, et c'est là où il faut parfois garder un peu de lucidité. Mmh. Et peut-être la dernière question avant qu'on termine notre échange. Hem, Avez-vous des points de vigilance à avoir, par exemple des questions à se poser qui permettent de se ramener une forme de lucidité ou même de revenir dans un cadre d'objectivité? Ça peut être peut-être des questions ou des petites phrases à se dire, par exemple? Alors, en fait, il y a des moyens de rester vigilant, évidemment, mais quand on est dedans, c'est très différent. Alors, les points de vigilance, c'est simple. C'est est-ce que la personne qui est en face de moi veut me couper du monde? Ça, c'est un premier point. Et si elle le veut, pourquoi? Mmh. Et de qui elle veut me couper? Alors, bah, j'insiste bien là-dessus parce que parfois, la personne en face de vous peut vouloir vous couper de certaines personnes pour de très bonnes raisons. Mmh. Dont elle est consciente, mais pas forcément vous. Ça, c'est un premier aspect. Donc, mais c'est quand même un red flag. À partir du moment où la personne vous dit bon, votre famille, non, vous leur parlez plus, là, vos amis non plus, et puis vos collègues non plus, et puis bon, là, premier red flag. Deuxième red flag, c'est à partir du moment où la personne va laisser entendre qu'elle a des solutions à tous nos problèmes, Mmh. quel que soit leur, enfin, voilà,
partir du moment où la personne vous propose une solution miracle pour les problèmes de cœur, les problèmes de travail, les problèmes d'argent, les problèmes familiaux, à partir du moment où il y a un remède miracle, il faut faire un peu attention. Mmh. Ça me paraît évident. Là, et l'autre aspect qui pour moi est le plus important, hein, c'est la question de l'argent. Mmh. À partir du moment où on se rend compte que qu'on y laisse de plus en plus d'argent et qu'on est encouragé à en donner de plus en plus, ça c'est aussi un très très gros red Une flag. alerte. Mmh. Ceci étant, quand on est dedans, on se rend pas compte. C'est quelque chose qui est que qu'on a du mal qu'on a vraiment du mal à visualiser. Mais quand on est engagé dedans, on a envie d'aller mieux, on a envie de trouver du sens, on a envie d'avancer dans la vie, et on se dit bah finalement bah là je laisse quoi? Je laisse 100 euros, là j'en laisse 300, là j'en laisse 400. Ok, et au moment où on les fait, on a les moyens Mmh. de le faire, donc on se pose pas forcément de questions. Et moi sur le terrain, c'est une question que j'aimais beaucoup poser, elle était très délicate, mais quand les personnes me disaient que ça faisait quelque temps qu'elles étaient dans ce monde-là, c'était est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous savez l'argent que vous avez laissé dans le monde du développement personnel? Et la plupart du temps, les gens me disaient bah non, 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 je me pose pas cette question-là. Ou alors on me dit bah j'investis sur moi, ça a pas de prix. Ou et puis quelquefois des personnes que j'ai recroisées par la suite m'ont dit, ils me fait ouais mais j'ai chiffré, mais en fait Mmh. c'est colossal ce que j'ai laissé. Mais c'est pas pour autant que c'était des personnes qui étaient sous emprise. Hein. C'est pas pour Mmh. autant que c'était des personnes qui étaient, dire qui étaient manipulées. Elles l'ont fait de bon gré, en laissant leur argent à différentes personnes, à différents moments, pour des stages, pour des formations, pour des soins. Et ces personnes considéraient que c'était effectivement qu'elles allaient mieux. Donc c'est pas en soi, enfin quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Et je dis pas, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je veux dire quand pour n'importe qui, à partir du moment où on a des loisirs, on y laisse de l'argent. Mmh. Donc si on compare à un loisir, il y a rien d'aberrant. Après, le problème, c'est que ça touche à l'existentiel, effectivement, et que ça peut avoir des conséquences sur sa vie quotidienne, sa vie professionnelle, sa vie sociale. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais et c'est pareil après pour les questions quand je disais quand on est face à quelqu'un qui a des solutions à tout, ça bon, voilà, c'est là où commencent en général les phénomènes d'emprise, où petit à petit la personne prend de plus en plus de pouvoir sur notre existence. Mais quand on est dedans, enfin la personne a une solution. En général, cette solution, on va y trouver un bénéfice. Et on se dit, bah oui, la personne nous a trouvé une première solution, un premier problème, pourquoi elle n'en aurait pas un deuxième problème? Et puis, de fil en aiguille, on continue, on se rend pas compte que cette personne a de plus Mmh. en plus de pouvoir. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment délicat parce que aussi, la, le meilleur moyen de lutter contre tout ça, c'est se poser la question, c'est mais est-ce que je vais mieux? Est-ce que ok, je suis une personne, j'écoute une personne, j'ai acheté ça, mais est-ce que je vais vraiment mieux? Ou est-ce que ça m'a apporté ce pourquoi j'étais là? Et alors le piège, ça va être la personne va dire oui, mais t'as pas encore obtenu ça parce que t'es qu'au niveau 1, il faut que tu montes au niveau 2, puis on monte au niveau 2. Et puis après, on dit ouais, non, mais il faut aller au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. Ça, alors oui, effectivement, ça c'est le piège, mais il faut quand même à un moment donné se poser des questions. Il faut oser se poser des questions et se dire oui, ok, alors peut-être je vais aller au niveau 2, on sait jamais, pourquoi pas, mais après, c'est ok, j'ai toujours pas, non, on va arrêter là parce que Pas frustré. cette Mmh. rationalité, voilà, il faut ce type de raisonnement, mais moi, l'expérience que j'ai du monde du développement personnel, c'est que la plupart des gens raisonnent comme ça, que les dérives, les abus sont quand même ultra minoritaires, et que certes il y a des débuts d'emprise, mais que ça ne dure jamais très longtemps parce que on est face à des personnes qui sont effectivement dans des situations de mal-être ou d'angoisse existentielle. Ils attendent des réponses, ils attendent des solutions, et ils veulent des résultats et rapidement. Et Mmh. s'ils en ont pas, ils se détournent très 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 rapidement.
Mmh. Et ça, c'est un monde qui est impitoyable. Et surtout quand on est coach, moi, parce que beaucoup de gens me disent, c'est très difficile de stabiliser une clientèle. Mmh. C'est quasiment impossible. Alors, souvent, on me dit, ils me disent, oui, mais c'est lié à notre métier parce qu'on va aider des gens et puis une fois qu'on les a aidés, c'est bon. Et la réalité, elle est malheureusement un peu différente. C'est juste Mmh. que lorsqu'on a une solution, lorsqu'on a un outil ou même plusieurs outils, ça va marcher un certain temps, mais ça va pas toujours marcher. Et quand ça marche pas, la personne va se détourner. Ce qui Mmh. fait que la plupart des coachs sont malheureusement coachs ou médiateurs, peu importe. Ils sont condamnés à sans cesse chercher de nouveaux clients et ce qui parfois est très fatigant et très difficile. Alors certains ont la chance, ils en ont sans cesse de nouveau. On Mmh. voit, il y a eu le film, un film avec Le Pierre gourou? Ninet, Gourou, ouais, Mmh. où Coach Matt n'a pas de problème pour recruter. La réalité du terrain, elle est aussi différente. C'est de se rendre Mmh. compte que la plupart des coachs, mais la plupart des médiateurs, d'une manière générale, ont du mal à recruter. Et quand on fait du terrain de leur côté, on se rend bien compte que ce sont pas tous comment dire, de vilains manipulateurs qui sont là pour essayer de devenir riche. La plupart galèrent financièrement. La plupart sont sincères Mmh. dans ce qu'ils font. Et c'est ça aussi qui est un peu, ça aussi un peu cet Faut prendre en aspect-là du compte. développement personnel que j'ai voulu rendre visible parce qu'on est tout le temps dans des tableaux qui sont très noirs où on a l'impression que ce sont tous des escrocs et oui parce qu'on est sur le domaine de la croyance, c'est indiscutable. Voilà, je suis le premier à dire par exemple que la lithothérapie il y a rien, les pierres n'agissent pas, mais en attendant si certaines personnes en retirent un bénéfice, Mmh. c'est pourquoi ils le retirent ce bénéfice-là et comment ça marche concrètement derrière. Et c'est ces questions-là qui me semblent être beaucoup plus intéressantes que simplement de dire oui, ok, bon, un Mmh. caillou, c'est un caillou. Vous savez, ça me fait penser à une question d'un psychologue qui, une fois, il m'a partagé, c'est je me pose quand il a ses patients, il se pose la question: «Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux que mon patient aille mieux?» Et c'est pour moi, ça ressemble exactement à ce que vous dites par rapport à cette question. C'est pour trancher, c'est par rapport à la lithothérapie, c'est pas forcément est-ce que c'est vrai, est-ce que ça marche ou pas, mais c'est qu'est-ce que ça apporte à la personne et est-ce qu'elle va mieux? Elle arrive à surmonter certaines angoisses ou enfin, est-ce que c'est ça? Mm. Est-ce que qu'est-ce que vous, Oui, bah oui, moi ça rejoint, enfin un autre, enfin voilà, de mes idées, c'est de dire que aujourd'hui on est tout le temps dans la lutte contre ces pratiques-là, mais personne ne s'intéresse aux conditions qui favorisent le développement de ces croyances-là, de pratiques? ces pratiques-là, et parce que c'est un moyen de ne pas poser les questions qui dérangent. Se rendre compte qu'on est un monde qui est extrêmement anxiogène, et qu'on produit sans cesse de l'incertitude, parce qu'on a un modèle économique, parce qu'on a un modèle de société qui veut ça et se Mmh. dire que la solution elle n'est pas de lutter enfin ça s'appelle enfin c'est mettre des rustines enfin, ça n'amène à rien de très constructif. Par contre c'est en luttant contre la précarisation, c'est en luttant contre les comment dire les sources d'angoisse qu'on peut réellement agir Mmh. durablement. Si on, enfin si voilà, si on supprime les causes, forcément, Ça va mieux, quoi. C'est il y aura mais pas ça veut pas force. dire que ça va totalement disparaître, Mmh. parce que là je le redis encore, c'est que évidemment on a des angoisses existentielles qui sont plus ou moins fortes en fonction du contexte économique, du contexte géopolitique, en fonction de nos contexte de vie immédiat. Mais il n'empêche que face à la mort, face à la maladie, on n'aura jamais de réponse. Mmh. On ne saura jamais s'il y a une vie après la mort. On ne saura jamais. Enfin, il n'y a pas de raison en fait à ce qu'on tombe malade, gravement malade ou autre. Et pourtant, on aura toujours besoin de donner du sens, on aura toujours besoin de se rassurer sur ces choses-là. Donc, on trouvera toujours des médiateurs avec des croyances, des produits dérivés et autres qui feront business. Ça, c'est malheureusement inévitable. Et puis, on peut même dire que ça ne date pas d'hier, ça remonte à au dé début de l'humanité finalement, ces besoins, ces croyances.
Oui, ce qui change, c'est effectivement, c'est leur nature, c'est leur fonctionnement, effectivement, sans cesse réactualisé, À c'est l'époque. adapté au contexte culturel, hein, ça Mmh. c'est une évidence absolue. Et c'est pour ça que enfin, j'ai pas euh, je, enfin voilà, j'ai pas ce regard qui est, il faut lutter contre et on va arriver à les détruire un jour. Je pense que ça, c'est un peu un, Un fantasme, on c'est un pourrait peu dire. c'est un peu un biais analytique qui repose Mmh. sur cette idée qu'en fait, enfin, il suffit d'exposer des faits rationnellement aux gens pour qu'ils adhèrent à ce qu'on est en train de leur expliquer. Non, enfin, les êtres humains, ça fonctionne pas comme ça, hein. On Mmh. a beau, enfin, dès qu'on touche aux questions existentielles, aux questions identitaires, etc., on a beau, euh, on a beau exposer des faits rationnels, il y a des émotions, il y a d'autres logiques qui entrent en ligne de compte qui dominent, hein. Et qui change, le traitement de l'information qu'on apporte, même C'est si elle est ça. rationnelle. On peut ouais. Et tout à fait. C'est une question que souvent on me pose. Mais quand quelqu'un est engagé là-dedans, qui se fait avoir ou abuser, ce qui arrive, hein, comment on l'aide à en sortir? Mais la question, elle est pas. En fait, on ne peut pas forcément, tant qu'il n'y a pas un démenti du réel suffisant qui va entraîner une prise de conscience. Mmh. Tout ce qu'on va faire va simplement nourrir la réflexion de la personne et va l'éloigner de plus en plus de nous, parce que une fois qu'on est dans ce domaine-là, ceux qui ne partagent pas nos croyances, sont les énergies négatives, c'est le Il faut mal, se donc on séparer. va pas les Mmh. écouter et justement essayer de les ramener à la raison, c'est beaucoup plus contre-productif qu'autre chose. Mmh. Et bien, moi, je suis très content que tout ce que vous avez partagé ce soir, il y a même des pour moi, les questions que vous avez apportées sur, par exemple, se questionner sur: «Est-ce que quelqu'un veut nous isoler?» «Est-ce que quelqu'un, combien on a mis d'argent dedans? Est-ce qu'on a conscience de combien on a investi?» Enfin, pour moi, tout ça, c'est des bonnes questions à faire entendre, à faire écouter sur cette chaîne, parce que ça peut potentiellement déclencher des déclics, sur Oui. et ça, c'est pour moi, c'est important, de vous remercier pour ça. C'est pour moi, je suis très content que vous avez partagé ça et même la qualité de votre présentation, je suis très, très content et parce qu'il y a vraiment une certaine nuance dans ce que dans vos propos et vous arrivez à faire passer le débat d'un autre niveau. C'est-à-dire, on n'est plus sur, vrai ou faux, on n'est pas là-dedans, on est sur les impacts et pourquoi, comment ça marche et ça, je c'est stimulant. Moi, j'aime beaucoup, v merci beaucoup. Et pour peut-être terminer, et après je vous donnerai la parole pour conclure, auriez-vous, une citation à nous partager qui fait lien, qui fait suite avec ce qu'on a échangé ensemble, que vous aimeriez, si partager ou quelques mots, à votre choix? Alors c'est pas vraiment une citation, mais c'est un peu un adage, hein, un mantra que que tout bon sociologue intègre très rapidement. Mmh. C'est de ne jamais oublier que la réalité sociale est complexe. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine et qu'il y a beaucoup plus de nuances que ce qu'on imagine et que notre compréhension du monde est toujours limitée, est toujours partielle et partiale, et qu'il faut garder un peu ça à l'esprit à partir du moment où on étudie des êtres humains. Mmh. J'ai même envie de dire, c'est quelque chose qu'on partage tous finalement, ceux qui accompagnent l'autre, heu, de se rendre compte à quel point en face de nous, on ne peut pas faire le enfin j'aime bien les mots de, heu comment il s'appelle? Heu, Emmanuel Lévinas qui dit: «On ne peut pas enfermer quelqu'un dans un comportement, dans, une pratique, dans une identité, dans un nom, un prénom, parce qu'on ne peut pas faire le tour, c'est infini quoi». C'est et en plus, vous l'avez bien précisé, les personnes évoluent, ils grandissent, ils se dépassent, ils apprennent, et ça fait cette beauté aussi, comme vous disiez, moi j'ai bien aimé, bah, de cette richesse qu'on a tout le temps à explorer et à aller, chercher et pour conclure, je vous laisse un petit mot de la fin, pour clore et après, je fermerai le live de ce soir. Ah, vous me prenez de court. Si j'avais su, j'aurais préparé un mot de la fin. Mais non, enfin, simplement.
de dire que ne jamais oublier que quand on est dans ces questions de croyance, on est dans on est alors à la fois dans une dimension qui est subjective, et ça j'insiste bien là-dessus, et ça c'est très important, euh, que bah, les, ce qu'on vit, ce qu'on éprouve, nous engage nous et finalement un peu que nous, et qu'on on est à la fois seul face à ce que l'on vit, ce qui peut être très angoissant, mais en même temps, il faut pas oublier non plus de partager ce que l'on vit avec des proches, parce que d'une part, c'est un outil un peu de surveillance de soi, c'est comme ça qu'on peut, mais c'est aussi un outil d'enrichissement, cette notion de partage, ça permet en fait d'entretenir le lien social, et de pas oublier que c'est un peu ça c'est un peu ça le fond le fond comment dire, de ce monde du développement personnel. On y va pour rechercher du lien social, donc il faut aussi s'efforcer de l'entretenir, et aussi subjectif que soient nos expériences, que soit notre rapport au monde, il n'y a qu'en discutant, qu'en partageant autour. Alors, il ne s'agit pas de convaincre les autres, il ne s'agit pas de les ramener forcément à soi, mais il faut Dialoguer. partager simplement pour se rendre compte que, aussi différent et aussi subjectif que soit notre rapport au réel, mine de rien, on partage beaucoup de choses avec autrui, et en fait, on n'est pas aussi seul qu'on veut bien le penser. Mmh. Moi, ce que je retiens dans de ce propos, c'est, heu, aller vers l'autre est important et dialoguer avec l'autre est une nécessité pour grandir, pour ne pas s'enfermer dans sa bulle et rester et aussi peut-être j'aimerais et vous corriger si c'est faux, hein, mais j'ai envie de même dire d'avoir une certaine forme d'humilité aussi parce que en rencontrant l'autre, on se rend compte que parfois on ne sait pas tout et qu'on a des préjugés sur l'autre et quand on parle avec lui, c'est là qu'on se rend compte: «Ah, lui, il pense comme ça, c'est pour ça qu'il fait ces actions-là comme ça» et ça amène une forme de compréhension et du coup de tolérance, ouais, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, oui, totalement. Mais ça vaut aussi pour nous chercheurs, hein, quand on aborde le terrain. Si on aborde le terrain en pensant tout savoir et en ayant une posture supérieure, en C'est général, mort. on passe un peu à côté du terrain, hein. Mmh. C'est comprendre que l'autre est un être humain aussi, Mmh. qu'il a tout autant à nous apprendre. Oui, Mmh. Merci beaucoup, Damien et je remercie tous merci à ceux vous. qui ont écouté et passé sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live bric-à-brac d'idées. À très bientôt et bonne soirée à vous. Bonne Le live soirée. touche à la fin.